Nous allons battre le MPP à plate couture en 2020. Voilà ce qu'a déclaré Zéphirin Diabré au nom de l'opposition et des partis libéraux burkinabés, l'UPC, l'ADF-RDA et le FASO autrement, qui reviennent de la 15e Assemblée générale du réseau libéral africain. Les cours du dollar et du baril du pétrole ont flambé. Au même moment, devrait intervenir dans quelques semaines le mécanisme de fixation des prix du carburant. Question, les prix à la pompe vont-ils augmenter bientôt? C'est le sujet de la chronique éco de ce journal. Et puis, au lycée Rimougré de Ouagadougou, un bras de fer entre élèves et enseignants a conduit à la suspension des cours depuis une dizaine de jours maintenant. Les faits parlent de violences et de séquestration présumée du personnel enseignant. Les détails dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Ils sont d'obédience libérale. L'UPC, l'ADF-RDA et le FASO autrement étaient à la 15e édition du réseau libéral africain. Une réunion au terme de laquelle Maître Gilbert Noël Ouedraogo a été désigné président délégué. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse ce matin même. L'occasion pour ces partis d'opposition d'évoquer les échéances électorales de 2020 avec un très grand optimisme. Arsène Konditamde. De retour de la 15e Assemblée générale du réseau libéral africain tenue à Marrakech au Maroc, Zéphirin Diabré et Gilbert Noël Ouedraogo reviennent ragaillardi. En conférence de presse ce 18 mars, les deux chefs de partis d'opposition font le bilan de leur participation devant la presse burkinabé. Occasion pour eux de dévoiler le plan des libéraux et des autres partis membres du CEFOP pour évincer le MPP du pouvoir au soir des échéances électorales de 2020. Rochma Christian Kaboré peine à guider le navire Burkina Faso selon les conférenciers et en 2020, il compte bien inverser les rôles. Et au regard de la situation du pays aujourd'hui, au regard des échecs, je me répète, puisque patent et notoire donc, de ce régime en place là, le un coup KO de l'opposition au MPP est une réalité tangible que vous allez vivre en 2020. Et une commission a été mise en place pour tracer la feuille de route de l'ensemble de l'opposition par rapport donc à ces échéances-là, afin que nous l'abordons de manière groupée, dans le souci d'attaquer de tout par le MPP et de faire un coup KO de l'opposition au MPP cette fois-ci. Invité à se prononcer sur le rapport polémique du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, Zéphirin Diabré affirme avoir toute confiance en l'armée burkinabé et demande au gouvernement et au MBDHP de faire front commun dans la lutte contre le terrorisme. Moi, quand je me lève le matin et que j'entends que l'état-major dit qu'on a fait tel acte avec tel résultat, je ne cherche même pas. La participation des partis libéraux du Burkina Faso à la 15e Assemblée générale a été couronnée de succès. Mais Gilbert Noël Ouedraogo a été élu pour prendre la tête de cette organisation qui regroupe 44 partis venus de 30 pays. L'information qui va sortir de notre pays sur la question-là soit consensuelle et que ça évite que d'autres personnes dehors, d'une certaine manière, nous portent la critique. La participation des partis libéraux du Burkina Faso à la 15e Assemblée générale a été couronnée de succès. Maître Gilbert Noël Ouedraogo a été élu au poste de président délégué. Il prendra la tête de cette organisation en 2020, à la fin du mandat de l'actuel président. Au niveau de la présidence, l'Assemblée générale a décidé de reconduire M. Mokgalapa à la présidence du réseau pour une période d'1 an. L'Assemblée générale a décidé de me confier le poste de président délégué pour une période d'1 an, avec l'entendement que j'assumerai la présidence du réseau libéral africain à partir du mois de mars 2020. La dernière Assemblée générale du réseau libéral africain a aussi été marquée par le renoncement de Zéphirin Diabré à renouveler son mandat au poste de vice-président. Le réseau compte dans ses rangs 2 partis au pouvoir, le RHDP en Côte d'Ivoire et l'APR au Sénégal. Camp publicitaire, Direction générale des impôts et Conseil supérieur de la communication se rencontrent. Forcément, la discussion tourne autour de la fiscalité applicable aux publicitaires. Les agences de communication demandent des mesures fiscales spéciales, mais pour la Direction générale des impôts, il faut trouver une solution acceptable pour les 2 parties. Abdourazak Traoré. Comme un voyau sorti. Pour que cette annonce d'une société spécialisée dans le commerce d'engins à 2 roues passe en boucle sur la télévision BF1, il a fallu un travail en amont. Ce n'est pas la chaîne au cœur de nos défis qui l'a réalisé. L'entreprise a plutôt fait appel à des acteurs en agence de communication qui l'ont conçu. Et le produit fini a été livré pour diffusion.
Ce rôle d'intermédiaire est valable dans les autres médias comme la radio et la presse. Avec les autres supports de diffusion d'informations, le produit est directement proposé. C'est le cas avec les panneaux et les affiches sur les emballages. Les services des spécialistes de la publicité vont même au-delà des simples annonces publicitaires pour s'étendre à toute autre activité de communication qui vise à inciter à adopter un comportement souhaité. Achat de produits, élection d'une personnalité, acceptation d'une politique, entre autres. Donc c'est pour dire que la publicité, quand elle fonctionne correctement et qu'elle arrive vraiment à tirer son épingle du jeu, elle tire vers le haut les autres types de métiers. Malgré cette particularité, il n'existe pas de mesures fiscales spéciales appliquées aux agences de communication. Et c'est un frein à leur épanouissement. On fixe une fiscalité qui ne tient pas compte de cet élément et c'est vraiment difficile pour les agents de publicité de pouvoir s'en sortir. Par exemple, quand on prend les agents de communication, surtout les régies publicitaires, nous travaillons directement avec les médias. Souvent, nous jouons le rôle d'intermédiaire entre les médias et les annonceurs. Et quand on fait les retenues à la source, la retenue est coupée directement sur le total général de la facture, alors qu'en principe, ça devait être, la retenue devait être faite sur les honoraires d'agence. Et au Conseil supérieur de la communication, on est pleinement conscient de la problématique de la fiscalité applicable aux publicitaires. Le sujet est à l'ordre du jour de cette rencontre qui mobilise l'ensemble des acteurs de ce secteur. Ce matin, nous avons encore, grâce à l'accompagnement et à l'appui de la Direction générale des impôts, organisé un atelier spécifique sur les agents de publicité et la fiscalité qui pourrait leur être applicable en vue de permettre que ces deux types d'entreprises qui emploient énormément de gens et qui contribuent énormément au développement de la communication dans notre pays puissent voir leurs finances un tant soit peu rehaussées pour leur permettre d'être au top des nouvelles technologies. C'est pourquoi nous avons eu l'accompagnement ce matin de M. le ministre du Commerce et de l'Industrie qui porte une oreille attentive. Aruna Kabouré qui attend avec attention les conclusions de cet atelier afin d'actionner le plaidoyer à la représentation nationale pour des lois visant un allègement fiscal au profit des publicitaires. La Direction générale des impôts, elle, appelle à trouver le juste milieu car l'État compte sur les recettes fiscales là pour développer les pays, a dit Adama Badolo. Et la transition est toute trouvée pour passer à la chronique éco de ce journal. Les prix du carburant vont-ils connaître une hausse dans les toutes prochaines semaines? Eh bien, c'est la question à la une du tout dernier numéro de l'hebdomadaire L'Économiste du Faso. Il faut dire que les cours du dollar et du baril du pétrole ont flambé. Alors, question, le gouvernement va-t-il augmenter les prix du carburant à la pompe en application au nouveau mécanisme de fixation des prix? C'est un sujet signé Rémi Lambert-Nébier. Durant les 2 premières semaines du mois d'avril, les Burkinabés vont devoir scruter le prix à la pompe. La fluctuation des prix à l'aune trimestrielle est un principe entériné. Pas donc de facteurs surprises, mais des scénarios possibles à prévoir. Il faudra absolument attendre les derniers résultats ou les derniers cours de fin mars pour pouvoir statuer effectivement sur une relative baisse, un statu quo. Au mois de janvier, on a eu droit à des baisses, je crois 20% sur le super et un peu plus de 80% sur le gasoil. Donc après janvier, après cette baisse, les prix vont remonter. Maintenant, est-ce qu'elles vont remonter et puis atteindre le niveau de décembre ou rester au niveau de janvier?
Ça, je ne saurais dire, mais je crois que le nouveau mécanisme, justement, aidera à amoindrir cette hausse-là. Il ne s'agit pas d'une flambée, il s'agit juste d'une petite hausse relative des prix des hydrocarbures, mais pas d'une flambée, je ne pense pas. Le scénario le plus probable sera une hausse des prix. Le coût du baril et du dollar a été à la hausse durant le dernier trimestre et sera un facteur déterminant dans la fixation de nouveaux prix. Et pour la première quinzaine de mars, nous avons remarqué que le dollar coûte... il y a 2 points de plus sur le dollar et aussi le coût du baril est toujours assez en hausse. Et déjà sur ces cours-là, nous tablons sur une hausse du prix du carburant, le prix des hydrocarbures, mais il faut aussi voir du côté des producteurs, parce que on sait que l'OPEP a décidé de réduire sa production de pétrole. Et l'on croit, si l'on en croit les dires de cette organisation-là, la baisse de la production va courir jusqu'à la fin de l'année. Donc normalement, pour les tendances du mois d'avril, on s'attend à une hausse relative du prix des hydrocarbures. Maintenant, c'est au nouveau mécanisme du gouvernement de déterminer... Une chose est sûre, une augmentation n'excédera pas la barre des 75 francs CFA, comme indiqué par le nouveau mécanisme de réajustement des prix des hydrocarbures au Burkina Faso. Toute autre chose est la suite de l'audition des témoins dans les procès du putsch manqué de septembre 2015. Ce 18 mars a été appelé à la barre l'expert en cybersécurité et en investigation électronique, un expert dont le rapport a été vivement remis en cause par les accusés et leurs avocats. Le résumé de l'audience avec Roméo Koeta. L'expert Younoussa Sanfo a été commis au dossier du putsch en décembre 2015 par le juge d'instruction. Pour son travail, il a reçu des scellés, notamment des clés USB, des cartes mémoire, des téléphones portables, des ordinateurs, entre autres. Sa mission était de récupérer toute information en lien avec le putsch sur ces appareils appartenant aux accusés. Il a produit son rapport de 512 pages qui a été versé au dossier. Le rapport ressort notamment des SMS échangés entre accusés. Mais durant les interrogatoires, des accusés et leurs avocats ont constamment remis en cause le rapport d'expertise téléphonique. À l'époque, ils ont estimé que ce rapport d'expertise téléphonique était un pur montage. À la barre ce matin, l'expert se dit serré dans la mesure où son travail est vérifiable. Il estime que ceux qui doutent auraient pu vérifier la fiabilité de son travail à travers une contre-expertise. Le parquet lui a demandé s'il avait des antécédents avec certains accusés. Non, a-t-il répondu. Cette question est importante dans la mesure où certains accusés estiment qu'ils ont été inculpés à cause de ce rapport d'expertise téléphonique. Il s'agit notamment du lieutenant Limon Kajak. L'accusé Limon Kajak est convaincu que c'est parce qu'il a détecté une irrégularité dans le marché de cette expertise passée entre l'expert Younoussa Sanfo et le ministère de la Défense qu'il est accusé dans ce dossier. Mais l'expert dit qu'il ne connaissait pas l'accusé Limon Kajak. Il dit l'avoir vu pour la première fois lorsque ce dernier est arrivé chez lui pour lui dire que la hiérarchie militaire et la justice militaire étaient favorables à un non-lieu en sa faveur, mais que le problème, c'était lui l'expert. Ce dernier dit lui avoir répondu qu'il avait déjà remis son rapport à la justice. Mais l'accusé nie les faits. Il reconnaît s'être rendu chez l'expert, mais dit n'avoir pas abordé un tel sujet. Au contraire, estime-t-il, c'est plutôt l'expert Younoussa Sanfo qui est passé dans son bureau au ministère de la Défense pour lui dire que le marché sur l'expertise téléphonique traînait parce qu'il n'avait pas encore été signé. En réalité, les téléphones du lieutenant Limon Kajak n'ont pas été expertisés. Il est poursuivi dans ce dossier comme étant l'informateur du général Gilbert Djendjiri.
Le rapport fait ressortir des SMS qu'il a échangés avec le capitaine Zumbi. Des SMS qui renseignaient sur la position des troupes qui venaient de Waïbua en passant par Sabou. C'est donc à ce titre qu'il est accusé dans ce dossier. Mais lui reste convaincu que c'est parce qu'il était opposé au marché sur l'expertise téléphonique d'un coût de 247 millions de francs CFA qu'il est poursuivi par la justice dans ce dossier. L'audition se poursuit avec l'expert demain mardi 19 mars. Voilà, venons-en maintenant à cette crise au lycée municipal Rimvougré de Ouagadougou. Suspension d'activités culturelles par le proviseur, présumée séquestration des enseignants par les élèves, refus de ces derniers de présenter des excuses, un enchaînement de faits qui a abouti à la suspension des cours dans cet établissement secondaire depuis d'une dizaine de jours maintenant. Voici le constat et les explications de Rémi Lambert-Nébier. Discipline, travail, succès. C'est la devise du lycée municipal Rimvougré, ici au quartier Yamtenga de Ouagadougou. Mais les deux premières vertus de cette devise sont marquées au rouge. Pour des activités culturelles suspendues pour cause d'incidents, professeurs et personnel administratif prétendent avoir été séquestrés par des élèves qui nient les faits et refusent donc de s'excuser. Conséquence, les professeurs à l'unanimité ne dispensent plus de cours depuis plus d'une dizaine de jours dans ce lycée. À la troisième journée de l'activité, donc, il y a eu une altercation entre des élèves venus d'ailleurs et les élèves de l'établissement. Et suite à cela, le parqueur et le vigile ont été tabassés. Et le parqueur notamment a été poignardé parce que ces individus venus de l'extérieur donc avaient des armes blanches. Le parqueur en question que nous avons pu rencontrer atteste les faits. Ce sont des compas et des canifs qu'ils ont utilisés pour me piquer. Mais en toute sincérité, il n'y avait aucun élève de ce lycée parmi mes agresseurs. Ils viennent tous d'ailleurs. Suite à l'incident, le proviseur du lycée prendra la décision de suspendre les activités culturelles en cours. Une décision que le personnel avoue avoir soutenue par un mouvement d'humeur. On a fait un arrêt de travail de 48 heures et le lundi 25, on s'est réunis en conseil extraordinaire pour faire le point et prendre des décisions. Et c'est suite à cette rencontre-là que, officiellement, ça va, pour entériner la décision du proviseur, officiellement, tout le personnel donc, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités culturelles des élèves. Et c'est là que débute le bras de fer avec les élèves. Le 7 mars dernier, avec à leur tête l'association des élèves scolaires de Ouagadougou, AESO, ils vont interrompre les cours et même organiser une séquestration du personnel administratif. Et pendant cette séquestration, il y a certains élèves de cette association-là qui ont cherché à récupérer la clé de la salle de l'administration et même la clé du compteur pour aller sauter le compteur ou fermer les enseignants dans la salle des profs. Et vers 11h30, comme la séquestration durait, donc certains collègues ont tenté de sortir. Et ces collègues à la porte étaient comme les membres de l'AESO étaient à la porte, au niveau du portail, et ils fouillaient les véhicules qui sortaient, comme s'ils étaient des douaniers ou des gendarmes. Du côté de l'AESO, on nie catégoriquement les faits. Pour elle, ce n'est pas une séquestration, mais une méthode pour obliger l'administration à revenir sur sa décision de suspendre les activités culturelles. Il n'y a pas ce professeur dans ce lycée qui peut dire qu'on les a séquestrés. Il n'y a pas ce professeur. Non, on ne les a pas séquestrés. Donc ils ont fermé la porte juste pour que les camarades restent dans l'établissement. Et une fois de plus, pour les professeurs, on m'a dit tous les professeurs du lycée peuvent aller dispenser les cours ailleurs. Mais l'administration doit se contenter là-dedans et nous dire c'est quel jour on va reprogrammer les activités parce qu'on était sur le soleil. De 7h jusqu'à Olala. Séquestration ou pas, depuis le 7 mars, aucun cours n'est dispensé au lycée municipal Rimvougré. Une médiation du bureau de l'association des parents d'élèves aurait même échoué. Ils sont allés rencontrer les élèves et ils sont revenus
pour demander pardon au nom des élèves. On a dit non, vous ne pouvez pas leur demander pardon à leur place. Et donc on a exigé qu'ils repartent voir les enfants, voilà, qu'ils reconnaissent leur tort et qu'ils nous ramènent cela à l'écrit, voilà, sur un texte. Et donc c'est lorsque les parents sont repartis pour la deuxième fois, voilà, ils ont trouvé donc une riposte, une opposition. On vous demande pardon, ça c'est les parents d'élèves pour ce qui s'est passé. Maintenant, demandez pardon maintenant à l'administration pour quelque chose que nous n'avons pas fait, pour des raisons que nous ne comprenons pas. C'est là on a dit non. Même quand ils parlent de séquestration, bon, je suis en classe terminale, ils sont des professeurs. Maintenant, à ma connaissance, quand on dit séquestrer quelqu'un là, bon, franchement, c'est fort. C'est comme une tête de terrorisme, en fait. Ils ont même eu à dire à nos parents ce matin que, bon, c'était de lâche. Comment on va arriver à dire à ton parent que c'est un lâche et toi, on te demande de venir demander pardon? Franchement, moi, je ne vais pas le faire. Nous, on est sortis, on a demandé à ce qu'on reprenne les cours. C'était notre préoccupation, la première. Maintenant, on vient dire de venir demander pardon. Premièrement, si on part, on demande pardon pour avoir fermé l'établissement pour une semaine. C'est pas nous, on a fermé l'établissement. Je ne dirais pas que ça n'a pas de sens, mais demander pardon pourquoi? Une note de la direction provinciale des enseignements du poste primaire et secondaire du Kadiogo en date du 11 mars 2019 invite l'administration du lycée municipal Rimvouglé à veiller au strict respect de la décision de suspension des activités culturelles au sein du dit lycée. Parlons d'éducation encore, mais cette fois-ci de son caractère le plus noble, c'est-à-dire la formation et la recherche de l'excellence. C'est l'objectif du concours de lecture pour tous d'ici à 2020, un concours qui prône l'excellence en lecture et en mathématiques pour les élèves du primaire. Il est à sa 10e édition et plus de 1300 élèves de la région du Kadiogo ont compétit au lycée Nelson Mandela. Alfred Thioyer. Au lycée Nelson Mandela ce 16 mars, les élèves sont en examen. Il ne s'agit pas des examens de fin d'année ni des examens partiels, mais d'un concours d'excellence organisé à l'endroit des élèves du primaire. Et ce matin, ils sont plus de 1300 élèves issus de 45 établissements du Kadiogo à prendre part à ce concours d'excellence. Et je crois que c'est opération, problème, question et dictée. Oui. On compose d'abord sur dictée question. Dictée question. Et c'est comment le moral, ça va? Oui. Oui. Ce concours d'excellence dénommé Lecture pour tous d'ici à 2020 vise à susciter le goût de la lecture et des mathématiques chez les tout-petits, une initiative à laquelle souscrivent les parents d'élèves. J'ai accompagné mon fils ce matin ici. Dès qu'il m'a amené la fiche d'inscription, j'ai accepté. J'ai appelé les organisateurs pour les féliciter. Et chaque soir, quand il rentre à la maison, je l'invite à réviser les calculs, problèmes, tout ce qu'ils ont fait à l'école pour être prêt aujourd'hui. Et je suis arrivé depuis 8 heures avec lui. On a pu retrouver sa classe. Il y avait quelques petits problèmes pour le trouver, mais il s'est bien installé. Ils ont même commencé. Bon, je trouve que c'est une bonne idée qui est encouragée. Et ça permet aux enfants aussi d'avoir l'esprit de compétitivité. Et ça permet aussi aux enfants d'avoir l'esprit de toujours bien faire. Voilà, parce que maintenant, on cherche l'excellence. Et déjà avec leur niveau et l'âge, on leur permet déjà d'avoir l'esprit d'excellence dans la tête. On pourra avoir de bons résultats pour le pays. La lecture pour tous d'ici à 2020 est à sa 10e édition. Les éditions se suivent mais ne se ressemblent pas. Si la tendance est à l'amélioration, l'accompagnement des partenaires lui se fait toujours attendre. Le bilan est positif parce qu'à l'heure où je vous parle, je pense que nous sommes au-delà de 10 000 enfants qui ont déjà participé à ce genre de concours. Donc je peux dire que le bilan est très positif. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons plus de 1000 candidats qui participent. C'est la première fois où nous avons plus de candidats pour cette édition. Vous savez, moi je ne pense pas qu'il y ait autre chose de plus intéressant que d'aider la pépinière, la jeunesse à se former pour être les dirigeants du pays de demain. Alors, nous sommes confrontés donc à cet accompagnement et moi, je souhaiterais vraiment que si par exemple nous avions un accompagnement, peut-être qu'on allait prendre Nelson, Zenda et autres. La proclamation probable des résultats est prévue pour le 13 avril prochain. Les 10 premiers de la classe de CE2, du CM1 et du CM2 seront récompensés. Plusieurs autres prix spéciaux seront décernés à l'occasion.
Voilà, et pour terminer, un invité dans ce journal, nous recevons le docteur Moussa Bougma. Il est enseignant-chercheur à l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population à l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Moussa Bougma, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je précise que vous êtes chef de l'unité de recherche, population et éducation. Et vous êtes là pour nous parler des deuxièmes journées scientifiques sur l'enfance au Burkina Faso, dont vous êtes le président du comité d'organisation, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, quand on voit le thème deuxième journée scientifique sur l'enfance au Burkina Faso, on se demande pourquoi organiser des journées scientifiques sur l'enfance au Burkina Faso. Il y a les femmes, il y a les hommes, il y a plusieurs couches au niveau de la population. Pourquoi avoir choisi les enfants et pourquoi des journées scientifiques spécifiquement sur l'enfance au Burkina Faso? Ok, merci. Donc, je voulais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler de cet grand événement qui va commencer demain. Bon, disons que les journées scientifiques sur l'enfance, pour répondre directement à votre question, c'est pour promouvoir les droits de l'enfant, et on sait que l'enfance, c'est le fondement de l'espèce humaine. Mais disons que ces journées ont une histoire. Et en fait, en 2015, l'ISSP a eu la visite de l'UNICEF au Burkina Faso, qui sont venus nous demander si on pouvait évaluer une série des études qu'ils ont organisées sur les questions de l'enfance. C'était en 2015. Donc, nous avons organisé des panels scientifiques pour regarder les aspects méthodologiques de ces études et pour en tirer effectivement l'assurance qualité et essayer de voir aussi quel enseignement probant on peut tirer de ces études-là pour nourrir la prise de décision en matière de promotion des droits des enfants. Donc ça a été un succès et on s'est dit que pourquoi se limiter seulement aux études commanditées par l'UNICEF? Voilà, il y a beaucoup d'études qui sont faites chaque année, voilà, sur les questions de l'enfance et on s'est dit qu'on pouvait élargir ce cadre de discussion-là pour examiner l'ensemble des études qui sont faites et regarder maintenant qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement qui peut nourrir la prise de décision. Donc nous avons fait la proposition à l'UNICEF qui a bien voulu accepter de nous accompagner en 2016 et nous avons tenu la première édition en décembre 2016 qui a connu un succès. Voilà, nous avons même eu des participants venus des États-Unis, voilà, du Mali et du Niger et ensemble aussi on a trouvé que c'était assez utile de reconduire une telle édition. D'où la tenue de cette seconde édition. Donc je profite de votre micro-là pour remercier vraiment l'UNICEF au nom du directeur de l'ISSP pour nous avoir accompagnés voilà, jusqu'à maintenant. Alors, c'est donc la deuxième édition. Elle va se dérouler du 19 au 22 mars 2019 et puis elle aura pour thème « Investir dans l'enfance pour capitaliser le dividende démographique ». Que va-t-il réellement se passer pendant ces jours-là? Ok, voilà, disons qu'effectivement on a un contenu assez riche. Voilà, il y aura une cérémonie d'ouverture. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, nous aurons une conférence inaugurale sur le thème que vous évoquez, le thème du colloque, investir dans l'enfance pour capitaliser le dividende démographique. Voilà, qui sera animé par un chercheur de haut niveau, le professeur Jean-François Koubiané. Voilà, à l'issue maintenant de ça, nous aurons 28 communications orales et une quinzaine de posters qui vont porter sur des thématiques assez diversifiées, notamment les normes sociales qui encadrent l'enfance au Burkina Faso et le développement de l'enfant à travers le cycle de vie. On parle souvent de prime enfance, petite enfance, enfance, adolescence. Et on aura aussi des thématiques sur la nutrition, l'éducation, la protection de l'enfant, donc entre autres. Donc après ça, nous aurons 2 tables rondes, voilà, et dont l'une va porter sur un regard croisé sur les droits des enfants dans un contexte sécuritaire précaire comme nous le vivons aujourd'hui. Donc l'idée c'est de voir en contexte sécuritaire précaire quelle est la situation qu'on peut faire sur les droits des enfants. Déjà en contexte normal ce n'est pas évident, en contexte sécuritaire qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer comme leçon apprise et de faire des propositions surtout pour la prise de décision pour le bien-être des enfants. Donc on aura également une présentation entre autres de 2 études récentes de l'ISSP que nous avons fait sur l'enfance. C'est l'étude sur le travail des enfants dans les zones cotonnières du Burkina Faso que nous avons réalisé. Nous avons trouvé des résultats assez édifiants que nous voulons profiter pour communiquer ça aux panélistes et l'ensemble des participants. Une autre étude aussi sur les violences faites aux enfants que nous allons aussi communiquer. Voilà. Et puis on aura également, si vous voulez,
des échanges assez fructueux, globalement, pour me résumer. Voilà, donc on a vraiment un contenu assez riche. Voilà, concrètement, que peut-on attendre comme résultat de cette deuxième édition? Vous avez parlé de nombreuses études. Vous savez, les études en Afrique, dans nos administrations, dans les ministères, on en fait chaque année. Il y a de nombreuses études. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qui va changer dans la vie de ces enfants-là au terme de ces deuxième journée scientifique-là? Voilà, disons effectivement que pour que les études puissent profiter au bien-être des enfants, il faut d'abord que ces études soient de bonne qualité. Parce que si la situation qu'on présente sur la question de l'enfance est mal présentée, évidemment, même si on les utilise du point de vue programmatique, ça ne va pas profiter effectivement aux enfants. Donc ce que nous faisons et nous attendons de ces journées-là, c'est d'abord d'évaluer, échanger sur les études qui vont être présentées, l'ensemble de communications et recherches qui sont faites et que les auteurs ont bien voulu venir partager avec l'ensemble de la communauté. Donc ça va nous permettre d'identifier les lacunes, faire des propositions et voir comment est-ce qu'on peut les améliorer. Donc nous attendons effectivement des échanges fructueux qui vont aboutir à des conclusions et des recommandations pertinentes que nous allons effectivement communiquer à l'ensemble des acteurs du monde du développement et qui veulent utiliser ça pour améliorer leur intervention. Les participants viendront d'où? Voilà, nous aurons effectivement des participants, la plupart viendront du Burkina, la plupart des grandes universités du Burkina, mais au-delà de ça, nous aurons des participants qui vont venir du Canada, du Niger, du Bénin et de la Belgique. Alors, dernière question, vous parlez de protection de l'enfance. Vous savez que, vous l'avez dit, nous sommes dans une situation sécuritaire particulière. Il y a une partie du pays où des milliers d'enfants ne vont plus à l'école pour question d'insécurité. Est-ce que cette question-là sera évoquée et comment est-ce que vous allez l'aborder? Voilà, disons que cette question, nous allons l'aborder à travers une table ronde. Voilà, notamment pour voir un regard croisé où nous avons invité des panélistes de haut niveau qui ont un profil assez diversifié. Donc nous aurons effectivement des sociologues, des économistes, des nutritionnistes, des pédiatres, des encadreurs pour discuter de cette question. Voilà. Et l'idée effectivement c'est de faire déjà le point de la situation et voir aussi qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative, comme solution, voilà, qui peut aider à résoudre ce problème. Et je voulais aussi profiter qu'on a table ronde sur les conditions de vie des enfants en milieu périurbain. Voilà, je voulais en fait faire un clin d'œil au maire d'arrondissement, parce que c'est une préoccupation aussi qui est là, parce que la question de l'enfance en périurbain, ce n'est pas toujours évident. Donc nous avons une table ronde aussi, où nous pensons que cette question intéressait au maire à plus d'un titre. Donc nous avons adressé des correspondances à l'ensemble des maires de l'arrondissement de la ville de Ouagadougou, y compris le maire de la ville de Ouagadougou lui-même. Vous les invitez? Voilà, donc nous les invitons vraiment à venir participer au débat pour qu'ensemble nous puissions vraiment tracer la voie à suivre pour le bien-être des enfants. Voilà, merci Moussa Bougouma. Donc les deuxièmes journées scientifiques sur l'enfance au Burkina Faso, c'est du 19 au 22 mars 2019. C'est avec pour thème investir dans l'enfance pour capitaliser le dividende démographique. Merci d'être venu sur ce plateau et c'est avec vous que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure, 19h30, pour notre session d'information.